Bonjour. Alors qu'on demandait à Gioacchino Rossini de déterminer le plus grand des musiciens, il aurait répondu, à la surprise générale, Beethoven. Et Mozart demanda avec surprise l'audacieux acquisiteur. « Oh, lui, c'est l'unique !» répondit avec beaucoup de conviction celui qui, né juste un an après la mort de Mozart, ne cessait d'admirer, depuis sa plus tendre enfance, le génie de Salzbourg et de Vienne. L'histoire est belle et le mot est joli. Rossini maniait l'art de la formule aussi bien que celui du bel canto. Mais que peut-il bien signifier? Le génie de Mozart, aussi incontestable soit-il, n'est pas unique. En effet, Bach, Beethoven, Schubert et tant d'autres nous éblouissent. Je connais même de véritables mélomanes qui ne vivent absolument pas à l'art mozartien. C'est évidemment leur droit le plus strict. Mais lorsqu'on évoque Wolfgang Amadeus, on convoque bien souvent, en plus du génie, la notion de grâce, pourtant si difficile à définir. Selon le grand professeur d'esthétique de l'art Étienne Souriau, le terme de grâce désigne un certain état d'équilibre réalisé au sein de différents mouvements, de gestes ou d'attitudes. Liée par nature au mouvement, la grâce peut donc être considérée comme une valeur esthétique qui correspond à un idéal de beauté dans la mobilité. Elle est donc par essence toujours de l'ordre du temps. Quelles que soient les modalités sous lesquelles elle se révèle à nous, la grâce exige toujours que toute apparence d'effort soit exclue de l'accomplissement du mouvement. Et si effort il y a, il doit absolument rester inaperçu, au risque de contredire la grâce. Tout en effet doit évoquer l'aisance, la facilité ou la légèreté, et presque l'abandon. Tout le reste se rapprocherait du disgracieux. Mais attention, la grâce suggère toujours l'idée d'un certain dépassement des limites naturelles, et tend vers une esthétique de l'inespéré. Dans le domaine de la musique, la grâce résulte prioritairement d'un certain allègement de la matière sonore, auquel le compositeur parvient par divers procédés, comme l'estompage des appuis ou le déplacement des accents, comme le balancement des figures rythmiques, comme la flexibilité ou la plasticité des ornements des lignes mélodiques, la mobilité ou l'instabilité des enchaînements harmoniques. Le privilège accordé aux nuances encore d'intensité atténuée ou encore plus puissante, le choix d'une instrumentation réduite enfin. À côté de cet allègement du matériau, le gracieux en musique implique une continuité parfaite et sans heurts de l'énoncé musical. Une petite musique de nuit de Mozart est un véritable modèle du genre. Eine kleine Nachtmusik, titre noté ainsi dans le catalogue de ses œuvres, que Mozart tenait d'ailleurs lui-même, une petite musique de nuit, est l'une des œuvres les plus connues de toute l'histoire de la musique. Toute proportion gardée et en faisant fi d'une nature différente des chefs-d'œuvre, elle est un peu la Mona Lisa de la musique. Comme le célèbre tableau de Léonard de Vinci, on l'a mise à toutes les sauces. On lui a mis des moustaches en la métamorphosant. Son orchestration a été transformée d'un simple quintet en un orchestre gigantesque. On l'a rajeuni en faisant des versions jazzy, rock et même rap. Je crois que c'est très bien ainsi. Car si un arrangement ne fait aucun mal à l'original qui persiste intact, il témoigne cependant de la vie de l'œuvre au cours des siècles. Paradoxe évident, cette œuvre si célèbre reste en fait très mal connue historiquement parlant. Elle date précisément du 10 août 1787, époque où Mozart a perdu son père Léopold depuis quelques semaines, et où il compose le deuxième acte de Don Giovanni. Elle est sa dernière contribution au genre de la sérénade. Littéralement, la sérénade est une musique du soir, destinée souvent à être jouée en plein air et le fruit de commandes aristocratiques. Le compositeur décrit la pièce avec un mouvement supplémentaire, un menuet, par rapport à la version que nous connaissons aujourd'hui. Et il indique clairement que le quintet est constitué d'un quatuor à cordes, c'est-à-dire deux violons, un alto, un violoncelle, et d'une contrebasse qui se borne à doubler la partie de violoncelle. Son esprit, avec sa lumineuse tonalité de sol majeur, tranche radicalement avec les sombres et graves quintettes du printemps précédent. Une œuvre de vacances, une œuvre de délassement?
Une œuvre composée pour son seul plaisir et sa nécessité intérieure? Ou peut-être une réponse positive à toutes les angoisses du printemps? On ne le saura sans doute jamais, mais ne perdons jamais de vue que chaque œuvre de Mozart composée depuis le dernier séjour à Paris en 1778 et sa perte d'innocence liée au décès de sa maman cache une profonde signification intime. Le Heine, qui ouvre le titre original, pourrait en ce sens montrer une insouciance temporaire, une joie, l'espace d'une nuit d'été. Et l'adjectif Klein désignerait alors peut-être à la fois la brièveté de l'œuvre, une vingtaine de minutes, tout au plus, et la simplicité comme la transparence de ses textures. Toujours est-il que sa forme en est absolument parfaite, et révèle cette fameuse grâce évoquée tout à l'heure, qui plane au-dessus d'une perfection formelle. L'allegro initial est puissant et presque martial, et le premier thème de sa forme sonate a quelque chose de la fusée de Mannheim, cette technique développée par l'orchestre de cette ville, que Mozart connaissait très bien pour y avoir séjourné à plusieurs reprises, qui consistait à ouvrir un morceau avec des sauts ascendants et rythmés des trois notes qui constituent l'accord parfait de la tonalité principale. La musique s'envole donc en un mouvement vif et joyeux qui n'est pas sans rappeler dans sa vivacité l'esprit de l'ouverture de l'Orphée et Eurydice de Gluck. Un motif plus lyrique vient le tempérer. Mozart, ne l'oublions jamais, est un maître de l'opéra qui sait ménager les coups de théâtre. Après une transition vive et un peu plus dramatique inspirée par le langage pré-romantique du Sturm und Drang, Mozart, jouant sur les nuances de dynamique du sforzando qui renforce le son au pianissimo qui le murmure, fait monter irrésistiblement son thème vers l'aigu et à son sommet le désarticule rythmiquement par des syncopes. Il laisse ensuite la place au deuxième thème que vont s'échanger les deux violons. On l'a bien compris, tout le mouvement s'articule autour de ces éléments thématiques dont les ressources sont exploitées pendant tout le développement. Il s'achève pour laisser place au retour des thèmes initiaux et à la conclusion brillante. Un menuet qui devait prendre place ensuite pour respecter les règles de la composition de la sérénade a disparu. On distingue clairement sur le manuscrit retrouvé seulement en 1943 la trace de la page arrachée à cet endroit. C'est donc la romance andante qui désormais figure en deuxième place de la petite musique de nuit. La romance est un genre au départ vocal qui a bénéficié d'un énorme succès durant la seconde moitié du XVIIIe et durant une bonne part du XIXe siècle. Il s'agit d'un genre poétique, sentimental, parfois élégiaque, caractérisé par sa simplicité et même par sa naïveté. Sa mélodie en est simple et il n'est pas rare d'en trouver de beaux spécimens dans les musiques de salon destinées aux musiciens amateurs. Dans son nouveau dictionnaire, en 1776, Jean-François Marmontel, l'un des librettistes d'André Modeste Grétry, définit les romances comme, je cite, « communément le récit de quelque aventure amoureuse et dont le caractère est la naïveté. Tout doit être sentiment. » La romance de Mozart possède en effet ces caractéristiques, mais elles sont sublimées.
Elle fait la part belle aux motifs ornementaux qui, de près ou de loin, évoquent le gruppetto, cet ornement enroulé sur lui-même qui de tout temps symbolise l'amour. La belle mélodie du violon chante comme une voix, délicatement accompagnée par le reste de l'effectif. Et les spécialistes mozartiens n'ont pas manqué d'y reconnaître à tout le moins une citation de l'air ou de la romance de Belmonte dans l'enlèvement au sérail, au moment où le jeune premier, désirant libérer sa bien-aimée Constance des griffes du pacha, la retrouve et lui chante sa joie. Quand les larmes de joie s'épanchent, l'amour sourit au bien-aimé, le doux baiser qui vient sur la joue les sécher, et de l'amour suprême récompense. Ah, Constance, te voir, et plein d'ivresse et de ravissement, te serrer sur mon cœur fidèle. Wenn dir Freude Tränen fließen, lächelnd Liebe dem geliebten Hort. Quand on sait que Constance est aussi le prénom de l'épouse de Mozart, elle aussi originaire de Mannheim, c'est dans cette ville déjà évoquée pour sa fusée du premier mouvement que le jeune homme avait rencontré la famille Weber, s'était épris d'Aloysia avant d'épouser Constance contre l'avis de Léopold. La citation de l'air de Belmonte peut revêtir un double sens qui n'est donc pas sans évoquer les complexes relations que vivait le couple. Le menuet qui suit la superbe romance reprend ses allures vives et conquérantes. Avec sa rythmique et son agogique si particulière, le menuet est une forme déjà désuète en 1787. Il reste cependant bien présent dans la construction de la sonate et des sérénades. Sa levée et ses trois temps forts en font une signature caractéristique. Pam pam pim pam pi yam pam tam tam 1, 2, 3, 1, 2, pam pi yam pam pim. Charmeur et élégant, il est une invitation à la danse, une danse de groupe évidemment, et très codifiée. Sa galanterie s'inscrit parfaitement dans l'esprit du temps, mais c'est surtout dans le trio central que l'âme de l'Empfindsamkeit, ce courant esthétique issu de la recherche de l'émotion, si cher au fils de Bach, se manifeste de superbes manières. Une véritable invitation au mouvement et à la tendresse. C'est encore une fusée de Mannheim qui ouvre le joyeux rondo final. Le premier mouvement s'en empare dans l'urgence et débute une course folle parsemée de gruppetti qui tombent comme les pétales de la marguerite dans le célèbre jeu de l'effeuillement. Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. La ritournelle du jeu censée déterminer les sentiments de la personne à qui elle s'adresse s'apparente au refrain, si caractéristique de ce rondo, et repris à l'identique à chaque pétale. Tous les couplets, eux,
décline des états d'âme divers qui frôlent parfois un dramatisme de théâtre. Il n'enlève cependant pas à ce mouvement final irrésistible et à son sol majeur rayonnant une perfection qui allie l'esprit, l'humour et la grâce. Quel contraste avec le final de la 40e symphonie, en sol mineur, celui-là, composé l'année suivante, en 1788, et qui par son urgence tragique, et malgré quelques procédés assez similaires à notre rondo, en sera le double négatif. Les 4 mouvements qui nous sont parvenus dans cette petite musique de nuit ne laisseront pas percer leur mystère, certes. Mais Mozart a su laisser suffisamment d'indices pour, grâce à la transversalité qui anime le génie intime qui lie l'homme à l'œuvre, et malgré le menuet manquant, saura-t-on d'ailleurs jamais ce qu'il cachait, pour voir les claires allusions à Mannheim, à Constance, à la vie qui, en cette nuit du 10 août 1787, prédisposait Mozart à nous livrer, comme dans un mini-opéra en 4 actes, comme dans les Noces de Figaro, à nous livrer donc son cœur revenu pour quelques heures seulement à la joie. Après tout, une nuit ne conditionne pas toutes les autres.